Bonjour tout le monde. Si l'Algérie a gagné la guerre de libération, c'est en partie grâce aux efforts des hommes politiques de l'ancienne FLN. Grâce à la politique internationale de nos anciens représentants, la légitimité de la cause algérienne a fait l'unanimité. L'Inde, ancienne colonie britannique, fut l'un des pays les plus solidaires avec notre cause. Aujourd'hui, l'Inde se dispute le Cachemire avec une puissance voisine, le Pakistan musulman. Le Pakistan a jusqu'ici entretenu des relations très tendues avec son autre voisin, l'Iran, ce qui l'a poussé à s'allier à l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite avait menacé de nous envoyer une bombe pakistanaise si on ne changeait pas d'avis à propos de la guerre au Yémen. L'Algérie a par la suite invité le chef des armées saoudiennes, lui a fait visiter le musée du martyr, lui a donné un bref aperçu de nos forces armées, puis elle l'a renvoyé chez lui rappeler à l'ordre ses compatriotes. Depuis peu, les choses ont changé en Asie. Le Pakistan a une nouvelle stratégie. Il se rapproche de plus en plus de la Chine et l'Inde, se sentant coincée, s'est vue obligée de créer de nouvelles alliances, parmi lesquelles se trouvent le Japon et Israël. Le Pakistan, voyant que sa tactique fonctionnait, a appelé la Chine à établir une base militaire sur son territoire et à construire un géant barrage au Cachemire. Une chose entraînant une autre, le Pakistan a fini par se rapprocher de l'Iran et il a déclaré qu'il était impartial dans cette crise du Golfe, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas le parti de l'Arabie Saoudite. Ce qu'il faut en déduire, c'est que l'Arabie Saoudite a perdu le Pakistan sans gagner l'Inde. Les Saoudiens viennent d'élire comme prince héritier un gamin qui, avec toutes les armes françaises, anglaises et américaines, avec toute la coalition spectaculaire, n'a pas réussi à subjuguer une poignée de paysans yéménites et qui vomit sans cesse des menaces de guerre contre l'Iran. Israël, un allié naturel de l'axe de soumission, s'est réjoui de cette élection. En parlant d'Israël, la présence de Benjamin Netanyahou au sommet de la CEDEAO, ou devrais-je dire au sommet de la France-Afrique, tendait à normaliser les relations israélo-africaines. Netanyahou comptait notamment sur la présence du roi du Maroc, dont le père a été le pilier de la normalisation des relations israélo-arabes. Toute la presse juive était enthousiaste. Voici le reportage qu'a diffusé la chaîne israélienne I24 News le 6 juin dernier. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Jonah Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser.
Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. La petite histoire de la grande histoire. Merci Johanna Binder pour ces détails croustillants, digne des plus grands films d'espionnage. Merci d'être passé nous voir sur le plateau du Mag-Orient. Le roi du Maroc, qui était dépassé par les événements du Rif, a décidé de ne pas se rendre au sommet de la CEDEAO, bien qu'il cherchait à intégrer cette organisation. La diplomatie marocaine, qui mise tout sur la com et sur le mensonge, a fait savoir que l'absence du roi du Maroc est due à la présence de Benyamin Netanyahou. Les Juifs n'ont pas du tout apprécié cette démarche, qu'ils considèrent comme un acte de lâcheté. Pour répondre du même coup au Conseil des droits de l'homme qui a demandé, à Genève, d'établir une liste des entreprises qui ont directement ou indirectement permis, facilité et bénéficié des colonies israéliennes, une ONG israélienne, Coelet Policy Forum, a publié un rapport sur les activités du leader mondial des matériaux de construction, Lafarge Holcim, dans les territoires occupés du nord de Chypre et du Sahara occidental. Peu après, Ayoub Kara, un arabophone, un druze de Palestine, intégré et ministre israélien, a publié des photos de sa rencontre le mois dernier en Équateur avec des représentants des pays du Golfe, des autorités palestiniennes et avec le président du Front Polisario, Brahim Ghali, un bilingue hispanophone très connu en Espagne et en Amérique latine et qui est, selon le Israel Times, le premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique. Le Maroc, qui cherche d'une manière des plus gauches à cacher ses relations avec Israël, s'est secrètement plaint auprès des autorités de l'entité sioniste de cette légitimité donnée aux représentants de la République fantôme. Israël a tout de suite rendu publique cette plainte afin d'humilier le roi du Maroc. Quand je pense aux Omeyyades d'Andalousie, aux Almoravides, aux Almohades qui ont envoyé une flotte au vaillant Saladin, je ne sais si je dois rire ou pleurer. La dynastie alaouite, en misant tout sur le Sahara occidental, qui est devenu l'unique cause nationale, et en essayant de copier l'équilibrisme algérien, est en train de se suicider. Et pour preuve, sa légitimité est plus que jamais discutable sur le plan intérieur, et sur le plan international, c'est la nouvelle serpillière du genre humain. Le seul soutien qui reste au Maroc, c'est la France. Et quand je dis la France, j'entends la métropole, dans sa version nationaliste et dans sa version capitaliste, ainsi que la France d'outre-mer, à la tête de laquelle se placent les dirigeants du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Enfin, j'aimerais saluer la décision de l'État algérien, celle de garder les réfugiés subsahariens, afin de n'accorder à aucun de nos ennemis la possibilité d'une récupération politique, et ce, en précisant que je ne suis nullement attendri par la propagande bisounours. يخلوهم ماشي يحفزوهم احنا تانك افريقيين ما نديروش الفرق ما بين الناس La dernière fois qu'on a expulsé des subsahariens, sans papier et fauteurs de troubles, nous avions d'un côté les officiels marocains qui sont allés le répéter à chaque réunion africaine, comme une sorte de tic verbal dont ils ne pouvaient se débarrasser, et de l'autre côté, les ONG et les médias français qui ne disent pas un mot sur la négrophobie israélienne et qui essaient de nous imposer un système qui mènera l'Europe vers une guerre civile, nous ont fait passer pour des suprémacistes blancs qui butent du bambou là pour passer le temps. C'est donc une décision responsable et réfléchie. Mais je tiens quand même à rappeler que la surpopulation de l'Afrique subsaharienne est un danger que notre nation-empire ne doit surtout pas négliger. Bonne soirée à tous et à la prochaine.